Bonjour. Bon, bah écoutez, nous allons commencer le cours d'aujourd'hui. Alors, je me suis aperçu qu'en fait, nous avions commencé par la partie assez générale de la relation avec les patients, mais qu'il faudrait peut-être qu'on voit quand même l'introduction en elle-même au TCC, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une TCC. Donc, plutôt que de faire un cours, bah, pareil, on va faire une vidéo où je vais vous expliquer en trois parties les fondements de ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives. Bon, donc la définition, elle est relativement simple. C'est l'application psychothérapie de la psychologie scientifique et expérimentale. Donc voilà, ça c'est d'après Jean Cotreau. Alors, il y a l'implication, c'est qu'il n'y a pas de théorie définitive de référence. Donc, ce qui veut dire en clair que les référentiels changent en fonction des théories scientifiques. Donc, c'est évidemment pas les mêmes référentiels dans les années 50, 60, 70, 80, 90, etc. Il y a une modification régulière des théories, mais donc de la pratique, qu'il faut également accepter les règles de l'évaluation des pratiques, sinon on n'est pas dans la science, et que normalement il doit y avoir un mouvement circulaire entre la théorie et la pratique. On fait une théorie, on la met en pratique, on observe ce que ça donne, on évalue. Si la pratique ne correspond pas à ce qui est attendu dans la théorie, on doit changer la théorie. Donc, la thérapie comportementale a toujours suivi les courants de la psychologie expérimentale. Euh, Au début, c'était uniquement du comportementalisme dans les années 50, 60. Puis ensuite est apparu ce qu'on appelle le cognitivisme. Et actuellement, on est dans ce qu'on appelle la troisième vague, qui est un dérivé finalement de l'apport cognitif, où deux choses sont mises en avant, l'approche émotionnelle et l'approche de la métacognition qu'on verra plus tard. Alors, on va s'atteler d'abord à la première vague. Donc, la première vague, c'est l'aspect comportemental et c'est basé sur la théorie de l'apprentissage. Donc, l'idée que tous les troubles psychologiques sont des comportements appris qu'il est possible de remplacer par un nouvel apprentissage. Donc, il y a trois apprentissages qui ont été mis en lumière. L'apprentissage répondant, qui est l'apprentissage pavlovien, l'apprentissage opérant, qui est celui mis en lumière par Skinner et découvert par Skinner, et l'apprentissage social, dont Bandura a été le fer de lance. Alors, le plus simple, c'est l'apprentissage répondant, ou apprentissage pavlovien, ou de type 1, qui est une association de deux stimuli. Alors, c'est la célèbre expérience avec le chien et la salive. Donc, le principe est tout bête. On propose un stimulus inconditionnel, SI. Alors, un stimulus inconditionnel, hein, c'est un stimulus qui a une propriété qui ne dépend de rien d'autre que du fait qu'il soit présent et qui va produire une réponse hein, lorsqu'il est présenté à un organisme. Donc, un stimulus inconditionnel, c'est par exemple montrer un bout de viande à un carnivore, en l'occurrence un chien. Et ben, la réponse, ça va être la salivation de manière inconditionnelle. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour que le chien produise cette réaction. Un stimulus inconditionnel est présenté juste après un stimulus neutre. Alors, juste après un stimulus neutre, c'est par exemple, vous faites résonner une clochette par exemple. Donc, une clochette pour un chien, ça représente rien du tout, c'est neutre. Donc, il ne va pas y avoir normalement de réponse de l'organisme chien quand vous faites sonner une cloche. Mais si vous faites résonner la cloche, donc le stimulus neutre, juste avant le stimulus inconditionnel, à ce moment-là, vous aurez ce qu'on appelle un transfert de propriété du stimulus inconditionnel au stimulus neutre, qui va devenir un stimulus conditionnel, car il dépend des conditions dans lesquelles on le présente. Donc avant le conditionnement, on présente de la nourriture, il y a une salivation. Avant le conditionnement, on fait une cloche, il n'y a pas de réponse. Pendant le conditionnement, on fait teinter la cloche avant l'os, et là, il y a une salivation. Et après le conditionnement, eh ben, on fait sonner la cloche, et là, il y a une salivation, même s'il n'y a pas le bout de viande, l'os à ronger.
C'est ce que vous faites classiquement si vous avez un animal domestique, par exemple, dès qu'il entend le bruit des croquettes ou dès qu'il entend manger ou croquettes, il accourt alors que vous ne lui avez pas encore présenté les croquettes. Alors que bien entendu, au départ, on peut considérer que le bruit de croquettes ou alors dire manger à un animal, c'est un stimulus neutre. Donc voilà ce qui est noté. Le stimulus neutre pour un organisme, il ne se passe rien. Stimulus inconditionnel pour un organisme, il y a une réponse comportementale et une émotion. Si vous présentez d'abord le stimulus neutre, et j'insiste bien sur d'abord le stimulus neutre, ensuite le stimulus inconditionnel pour l'organisme, la réponse va être le comportement et l'émotion qu'il y a au-dessus. Et ensuite, le stimulus neutre va devenir quelque chose qui est conditionnel. Et il va y avoir la réponse habituelle. Mais on peut aussi perdre cette propriété qui a été donnée par la contingence en fait des deux stimulus, le neutre et l'inconditionnel. C'est-à-dire que si vous produisez le stimulus conditionnel à l'organisme et qu'il ne se passe jamais rien derrière, et ben ça va redevenir quelque chose de neutre. C'est-à-dire qu'il suffit de ne plus jamais présenter le stimulus inconditionnel avec le stimulus conditionnel et celui-ci redevient neutre. Donc je pense que vous pouvez voir déjà des utilisations possibles en thérapie. Alors, c'est un processus d'apprentissage qui est extrêmement simple, mais très efficace. Donc ce système d'apprentissage permet par contiguïté de pouvoir utiliser des comportements déjà programmés pour des stimuli inconnus. Et donc on peut avoir des créations de réseaux sémantiques par association stimuli. Donc voilà un exemple. Alors les conséquences en thérapie, c'est que historiquement l'apprentissage de type 1 devient un modèle de compréhension des phobies. Un stimulus inconditionnel, entraînant de l'anxiété va être associé à un stimulus au départ neutre qui va devenir conditionnel. Donc il y a une faute, hein, c'est pas inconditionnellement mais inconditionnel. Comme le stimulus phobogène est conditionnel, il va obéir aux lois du déconditionnement par extinction de la réponse. Donc là, c'est le principe d'extinction par exposition au phobogène. Le principe est d'exposer le patient à son objet phobogène. Celui-ci est considéré comme un stimulus conditionnel par rapport à la réponse anxieuse. Voilà, et initialement, c'est une thérapie des phobies. Donc le déroulement, on présente le stimulus conditionnel. On suppose en fait que ce stimulus a été neutre à un certain moment, qu'il a été en contiguïté avec un stimulus qui inconditionnellement donne une peur, et que ensuite quand on prend ce stimulus conditionnel, c'est-à-dire qui normalement ne doit pas déclencher de réaction anxieuse par exemple, et ben si on le présente régulièrement, il va y avoir une extinction exactement de la même façon que lorsqu'on fait tinter une cloche à un chien et qu'on lui donne plus jamais de nourriture après, et ben cette cloche ne va plus rien représenter de particulier, va revenir complètement neutre. Et effectivement, c'est ce qui se passe, hein, de manière assez magique, on dira, dans les phobies spécifiques, par exemple une araignée, un chat, un pigeon, ce que vous voulez. Donc on présente l'objet phobogène. À la première séance, l'anxiété monte. Ensuite, deuxième séance, ça monte moins. Troisième séance, quatrième séance, ça monte de moins en moins et ça finit par être complètement neutre. Donc c'est quelque chose d'important pour la création d'un apprentissage par réseau sémantique, comme on l'a vu. Donc ça va être important pour tout ce qui va être troisième vague et réflexion sur le langage, sur des choses finalement très compliquées. D'un point de vue thérapeutique, c'est une formule de déconditionnement qui marche excessivement bien, qui est extrêmement efficace et qui a fait quand même l'un des grands succès de la thérapie comportementale pure et dure. Et qu'on retrouve d'ailleurs finalement dans toutes les thérapies cognitivo-comportementales où je dirais vraiment 95% des thérapies se finissent par une séance d'exposition ou doivent comporter une exposition à un moment ou à un autre pour déconditionner la peur. Alors l'apprentissage opérant, donc c'est l'apprentissage qui a été mis en lumière par Skinner et que nous verrons dans la prochaine vidéo.